La vie de château nous emmène cette semaine sur les hauteurs de Mont de Rennes. Dominant la vallée de la Moselle, l'Allemagne et le Luxembourg, voici le château de Malbrouck. Appelé à l'origine château de Mainsberg, construit par la volonté d'Arnold VI, seigneur de Sierck-les-Bains, il a été achevé en 1434. À la mort de ce chevalier Arnold, la descendance n'est pas assurée et le château va passer de propriétaire en propriétaire de la fin du XVe au début du XVIIe siècle. Le château va tout simplement connaître la fin de sa carrière historique à la Révolution française en 1793 lorsqu'il sera vendu comme bien national à des fermiers. Il deviendra donc une ferme à partir de 1793 jusqu'à 1975, date où le Conseil général de la Moselle rachète le château. Attention, en 1705, lors de la guerre de succession d'Espagne, il y aura un Anglais qui va laisser son nom. Château de Mainsberg va devenir château de Malbrouck. Malbrouck s'en va en guerre, Mironton, Mironton, Mirontaine. Malbrouck s'en va en guerre, ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra. C'est vrai qu'en France, on connaît ce Malbrouck, cet anglais en fait, uniquement par cette petite comptine qui se moque de l'anglais. En fait, monsieur de Malbrouck, c'est John Churchill of Marlborough, donc un personnage extraordinaire de l'histoire de l'Angleterre, un grand général, un homme, un duc, qui sera invaincu, jamais battu, jamais vaincu, et pour autant, il va venir ici avec la ferme intention d'envahir la France de Louis XIV. Le château de Mainsberg sera son quartier général, il va s'y installer en juin 1705, réunir 80 000 hommes, il va attendre les renforts du prince de Bade. Malheureusement, pour lui en tout cas, les manœuvres du maréchal de Villars, juste en face, envoyées par Louis XIV, pour l'empêcher d'envahir la France, eh bien, vont lui faire demi-tour. Et en France, bien entendu, on se moque. Tout commence par une chanson, tout termine par une chanson. Et on va se moquer un petit peu de la retraite de Malbrouck qui va quitter le château au bout de 15 jours. Très fâché, retourner à son quartier général à Trèves, traverser la Belgique qui va ruiner, essayer d'envahir la France par le nord. Et voilà, c'est comme ça que va naître un petit peu la légende de ce Malbrouck qui faisait peur à la France entière. Quand on savait qu'il était aux frontières de la France, du royaume de France, avec 80 000 hommes, on en avait peur. Donc, effectivement, on va être soulagé. Imposant par sa taille, dessiné et construit comme les châteaux que l'on peut retrouver dans les chambres des enfants, cette allure de château fort est trompeuse. Il a été construit au départ comme une demeure seigneuriale. C'est vrai que la première vision qu'on peut avoir en voyant ce château, ce sont des murs imposants. Effectivement, cette salle par exemple a des murs qui font 4,80 m d'épaisseur. Quelle utilité pour une résidence seigneuriale? Ce n'est pas un château fort. Pourquoi faire des murs de 4,80 m d'épaisseur? Pourquoi faire une tour ronde, un donjon, une tour ronde à flanc coupé? Pourquoi? Dans l'unique but, pour Arnold VI, c'est bien de montrer sa richesse. Ce n'est pas un château fort, mais il a voulu imposer quand même la taille de sa résidence seigneuriale, avec un cachet de château fort. En revanche, vous ne verrez pas de créneaux typiques des châteaux forts. Vous verrez quelques machicoulis typiques des châteaux forts, mais en revanche, ce n'est pas un château fort. C'est le XVe siècle, on ne construit plus que très peu de châteaux forts en Europe occidentale. En tout cas, ici, ses ennemis sont très loin, Arnold VI n'en a plus, il va être tranquille avec sa famille, et il y réussira d'ailleurs. Classé monument historique en 1930, ce château de Malbrouck est la propriété du Conseil général de la Moselle depuis 1975. Mais ce n'est qu'en 1998 qu'il ouvre ses portes au public. Entre ces deux dates, un gros travail de restauration a été nécessaire. Il suffit de regarder l'état du château avant sa rénovation pour se rendre compte de l'ampleur des travaux. Une ruine qui montre toutes les difficultés qu'ont dû rencontrer les architectes responsables de ce chantier. La difficulté, c'était les fouilles, les traces. Comment restaurer un château? Est-ce qu'on se base sur les traces que nous a restituées le Moyen-Âge? Est-ce qu'on se base sur les traces que nous a restituées le XVIIIe siècle, comme ce château a vécu et certains bâtiments ont grandi au fur et à mesure de son histoire, comme le corps de logis? On imagine bien que le plus difficile, ça a été la restauration et de trouver des preuves de restauration. C'est pour ça qu'on voit effectivement le mariage, comme le veut la charte de Venise, le mariage entre le matériau moderne et le matériau ancien. Le matériau ancien est avec preuve, le matériau moderne est sans preuve, donc imaginé pour des raisons de sécurité, commode ou par pure imagination. Et indépendamment, nous le verrons, des manifestations ou expositions organisées au château, cette rénovation fait partie intégrante de la visite. Ici, dans la Tour des Dames, le visiteur peut comprendre tout le processus de cette rénovation. 10 années de travaux, avec pour certains travaux effectués par les compagnons du devoir, 10 années de restauration pour le deuxième chantier des monuments de France en termes de coût et de main d'œuvre.
un chantier énorme et extraordinaire. C'est d'ailleurs une des premières remarques qu'on nous fait dans les visites, c'est la restauration du château. Donc on montre ici le travail de ces femmes et ces hommes qui restituent l'histoire au travers de la ferronnerie, de l'ardoiserie, au travers du travail des vitraillistes, des charpentiers. On peut voir d'ailleurs ici un magnifique élément d'ouvrage d'une charpente en poivrière. Donc cette tour est un hommage quand même à ces hommes et ces femmes qui ont consacré 10 ans de leur travail, qui ont appris beaucoup de choses sur un chantier, mais 10 ans de leur travail ici au château de Malbrouck. Et ce château de Malbrouck n'existerait peut-être pas sans une programmation culturelle et artistique fortement présente tout au long de l'année. Une série de manifestations rythme le lieu depuis plus de 10 ans. Impossible donc de dissocier ces animations du château, et donc impossible aussi de ne pas vous parler de l'exposition vedette de cette saison, l'exposition Niki de Saint-Phal. Mais commençons par le commencement. Niki de Saint-Phal, c'est qui ? Niki de Saint-Phal est une artiste de renommée internationale qui est franco-américaine. Elle est née en 1930, décédée en 2002. Elle aurait eu 80 ans cette année. Les commissaires de l'exposition ont su parfaitement et paradoxalement intégrer cette artiste contemporaine dans ce lieu chargé d'histoire. Une rencontre insolite entre ces vieilles pierres et l'œuvre de Niki de Saint-Phal. La petite fille de Niki de Saint-Phal, Bloom Cardenas, me disait qu'effectivement, Niki de Saint-Phal aurait adoré vraiment exposer dans ce lieu de son vivant. Voilà, ça se fait, elle est décédée, mais en tout cas, de là où elle doit peut-être s'en rendre compte. C'est vrai que ce lieu est un lieu qui évoquerait pour elle, en tout cas, la tour des dames, la tour des sorcières, ses rêves, son imaginaire débordant. Elle adorait aussi les contes, raconter des histoires. Donc cet environnement-là lui aurait beaucoup plu. Unique par sa forme et sa richesse, jamais présentée, cette exposition aurait pu s'appeler rétrospective. Elle retrace en effet l'ensemble de l'œuvre de Niki de Saint-Phal, du début à la fin de sa carrière. On revient aux sources de son œuvre et de son art. Niki de Saint-Phal était une artiste multifacette, on la connaît surtout comme sculpteur, on connaît très bien ses nanas avec ses formes rondes, plantureuses, donc des fesses bien rebondies, des seins importants, des hanches généreuses. On connaît très bien cet aspect de l'œuvre de Niki de Saint-Phal et souvent d'ailleurs les gens connaissent l'œuvre mais ne connaissent pas le nom de l'artiste, donc c'est assez symptomatique. Donc là l'idée c'était vraiment de présenter aussi je dirais l'ensemble de sa carrière et les différents arts auxquels elle a touché. Artiste pluridisciplinaire, à la fois plasticienne, peintre, réalisatrice de films, sculpteur, ce sont plus de 100 œuvres qui sont présentées dans cette expo. Et parmi elles, les plus connues du grand public, les célèbres nanas, et notamment les Trois Grâces. C'est vrai que l'œuvre de Niki est très accessible. C'est une œuvre que l'on peut regarder très simplement, qu'on soit néophyte ou amateur d'art ou connaisseur de l'œuvre de Niki tout simplement. Et c'est vrai qu'en fait c'est une œuvre que l'on peut lire à plusieurs niveaux. Donc si on voit, cette œuvre est très colorée, donc il y a la notion de couleur, de gaieté. Ce sont des femmes qui sont très avenantes, qui sont très ouvertes, dansantes et qui ont des formes très généreuses. On en parlait, des seins, des fesses rebondies, des hanches généreuses et ça renvoie à un certain canon de la beauté. Donc il y a aussi la notion de corps et de réflexion sur la notion de corps qui est présente. On en parlait aussi, on retrouve effectivement aussi une nana noire, donc c'est pas anodin dans l'œuvre de Niki. Et si on y regarde encore plus précisément, on voit que ces nanas ont de toutes petites têtes. Et donc là, là, ça renvoie à une autre notion, qui est la femme-objet, la femme qui n'a pas de tête, qui n'a pas besoin de penser, qui n'a pas besoin de parler, et qui est plutôt la femme-objet, qui est d'une certaine manière aussi qu'on peut rapprocher à la prostituée. Autres œuvres présentes dans cette exposition et témoignant d'une artiste parfois déjantée, aux influences multiples et toujours à la croisée de la colère, de l'angoisse et de l'humour, les tirs à la carabine,
une technique inventée par Niki de Saint-Phal. En fait, Niki de Saint-Phal tire sur des tableaux qu'elle met en fait sur une planche en bois. Elle dispose des objets qu'elle recouvre de plâtre. Elle insère auparavant des petits sachets avec de la peinture et ensuite elle invite le public, comme des artistes comme Martial Reis, Poiri, Rauschenberg, à tirer à la carabine sur ses œuvres. Et donc nous présentons dans la première salle d'exposition donc ces assemblages, ces tirs, ces premières peintures et un autoportrait qui est assez exceptionnel puisqu'elle en a fait très peu. Donc là, nous avons la chance d'avoir cet autoportrait. Touchée par l'injustice sociale, luttant contre le racisme, victime d'inceste à l'âge de 11 ans, l'œuvre de Niki de Saint-Phal reflète sa vie, à la fois engagée, provocatrice, mais aussi, et bizarrement drôle et étonnante. C'est vrai que Niki de Saint-Phal était une artiste engagée pour de nombreuses causes. Déjà, premier point, c'était une artiste femme. Des artistes femmes dans l'histoire de l'art, il y en a très peu. Elle s'est affirmée réellement comme artiste femme, féministe, mais dans le bon sens du terme, j'aimerais dire. C'était aussi une artiste qui aimait provoquer. Elle a provoqué au début de sa carrière, on en parlait avec les assemblages, les tirs, pour plusieurs raisons. C'était sa propre révolte personnelle par rapport à son histoire personnelle, mais c'était aussi pour quelque part se faire remarquer dans ce monde d'hommes. Je pense que Niki, grâce à son œuvre, a réussi à faire bouger des lignes d'une certaine manière. Donc voilà, Niki, c'est aussi la femme rebelle, la femme artiste, mais c'est effectivement aussi et avant tout une femme qui avait envie de créer avant tout et de donner à voir et de donner du plaisir aux autres autour d'elle, même si elle en a pas eu dans toute sa vie. Je dirais qu'à travers ses œuvres, cette couleur envoie la gaieté, au plaisir. On a envie de les regarder, on a même envie parfois de les toucher. C'est vrai que des œuvres d'art, voilà, on ne peut pas les toucher dans tous les cas, mais c'est vrai qu'au Jardin des Tarots, elle a fait une œuvre que l'on peut toucher. Artiste majeur du XXIe siècle, Niki de Saint-Phal est la star de cet été à Malbrouck. Plus de 10 ans après son ouverture, le château a donc trouvé le juste milieu entre parcours historique et parcours culturel. Un pari un peu fou, imaginé à la fin des années 80 par le Conseil général de la Moselle. C'est vrai que c'était un pari risqué, on peut le dire maintenant. C'est vrai que ce lieu accueille, selon les années, entre 70 000 et 100 000 visiteurs, ce qui en fait, ou ce qui en a fait un des premiers lieux culturels de Lorraine. Maintenant, c'est vrai que le Centre Pompidou risque de nous voler la vedette, mais c'est plutôt très bien, parce que je crois que c'est important qu'il y ait une offre très large et qu'on puisse aussi collaborer avec de nouvelles structures qui naissent dans la région, et nous accueillons du public mosellan, lorrain, français et également allemand, luxembourgeois, parce qu'on est vraiment à 2 pas de la frontière, mais aussi beaucoup de public d'autres pays. Et tenez, en parlant de public, n'hésitez pas à franchir la porte du château, car au-delà de cette exposition sur Niki de Saint-Phal, de nombreuses autres animations sont programmées pendant toute la saison. Des festivals, des concerts, des spectacles, des banquets, il y en a pour tout le monde, avec une particularité tout de même, une politique culturelle et éducative fortement axée envers le jeune public. Ici, tout est fait pour lui, entre visites guidées, goûter d'anniversaire, ateliers créatifs, les enfants se régalent. On accueille énormément d'enfants, on a une grande habitude du travail avec les scolaires et avec les enfants en général. On accueille énormément d'enfants, mais c'est aussi une volonté, non pas que ce soit que du jeu, du ludique, qu'il y ait aussi quelque chose pour apprendre, qu'il y ait une visée pédagogique et éducative pour les enfants quand ils viennent au château. À l'issue de la visite, dans le parcours de visite, il y a quelques tables qui sont installées, un animateur est là et propose aux enfants de travailler dans l'esprit de Niki de Saint-Phal, de faire une petite création et ils repartent avec. Ouvert tous les jours pendant cet été, le château de Malbrouck est donc l'un des fleurons architecturaux mais aussi culturels de notre département. Un haut lieu touristique à 2 pas de chez vous à découvrir de toute urgence.